Bonjour Bruno Fuchs. Bonjour. Les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis hier soir pour tirer le leçon des élections européennes et notamment pour commencer à discuter de la répartition des futurs postes au sein des institutions de l'Union. Emmanuel Macron a évoqué plusieurs noms pour la Commission de Bruxelles, mais pas celui de l'Allemand Manfred Weber, qui est le chef de file de la droite. Or, la droite elle a remporté ces élections au niveau européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assied sur le résultat du vote? Non, elle a remporté les élections en nombre, mais elle a perdu énormément de sièges par rapport à il y a 5 ans. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, aucun des groupes présents au Parlement européen ne va pouvoir avoir la majorité, même 2 groupes. Il faudra l'association de 3, voire de 4 groupes pour avoir la majorité. Et donc on ne peut pas, dans un moment où le Parlement européen redessine ses fonctions, redessine ses dimensions et son ambition, on voit bien qu'on a une ambition beaucoup plus forte sous l'impulsion de la France pour l'Europe et sous l'impulsion des électeurs qui ont demandé en Europe collectivement d'aller plus vite, d'aller plus fort. Eh bien on ne peut pas avoir à la tête de la Commission quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui très expérimenté et qui est typiquement conservateur. Je pense que c'est ça le point principal. On ne peut pas avoir à la tête de la Commission quelqu'un qui est conservateur. Oui, mais ce n'est pas le groupe qui fera la majorité. Donc il faut dessiner un point d'équilibre et certainement avec une dimension nouvelle que l'on veut donner à l'Europe, de ne pas avoir quelqu'un qui, d'entrée de jeu, a une vision conservatrice des choses. On voit bien depuis 30 ans, presque 40 ans, que les choses ne bougent pas assez vite en Europe et que des majorités sociodémocrates et conservateurs, en général, au Parlement européen, n'ont pas donné suffisamment de vitesse et de volonté de transformation à l'Europe. Pour transformer, on ne peut pas avoir un conservateur. Il y a un autre nom qui tourne, et pour le coup, Emmanuel Macron l'a cité hier, c'est celui du français Michel Barnier. Mais alors, si le problème, c'est d'avoir un conservateur, ça ne plaide pas pour lui non plus. Si, Michel Barnier est typiquement le profil de la personne qui peut occuper... Il est issu des Républicains. Oui, pas fait un score formidable dimanche soir. À l'origine, mais on voit bien que Michel Barnier agit autrement, que c'est un fervent constructeur de l'Europe, qu'il a su faire bouger les lignes. Et bon, pour le connaître, je pense qu'il est tout à fait compatible. Il aurait même pu diriger une liste LREM s'il avait fallu, le contexte l'aurait permis. Donc il est très compatible. Après, si c'est un bras de fer France-Allemagne, si on empêche, on met un droit de veto sur le candidat allemand, si les Allemands sont mauvais joueurs, ils vont mettre un droit de veto sur le candidat français. C'est ça qui risque d'arriver finalement à la fin des fins. Alors il y a un autre nom possible dans ces cas-là, qui est celui de Margrethe Vestager, la danoise dont la famille libérale est la même que celle où siégeront les députés macronistes au Parlement de Strasbourg. Est-ce que c'est une bonne candidate? C'est toujours dangereux de mettre en avant quelqu'un trop rapidement. Un peu. Voilà. Mais non, je parle pour le candidat lui-même, de mettre son nom trop rapidement sur le haut de la pile. Mais typiquement, d'abord c'est une femme, et je crois que c'est assez fort comme signal de donner la présidence de la Commission européenne à une femme, c'est un bon signal. Et puis s'il y a un jeu de blocage entre l'Allemagne et la France, c'est un troisième candidat ou candidate qui risque de l'emporter. Et c'est sur le papier une très bonne candidate, évidemment. En ce qui concerne les rapports, les équilibres politiques en France, quelles leçons tirez-vous de ces élections européennes ? Pour moi, je pense que ce sont les partis, les listes qui ont proposé un programme précis, clair, un positionnement clair de transformation pour des listes, LREM et puis Écologie Les Verts, et un programme très conservateur qui aurait permis ou qui propose à l'Europe de revenir en arrière pour RN. Mais en tout cas, les 3 listes arrivées en tête sont des listes qui ont des propositions précises, claires. Les autres ont eu plus de mal, et c'est évidemment le cas des LR, dont le programme était assez flou, pas clair. Européen pour certains, très conservateur pour d'autres. Sur les frontières, par exemple, il fallait mettre un peu de frontières, du contrôle, mais on était européen. Tout ça était très flou, et je pense qu'ils payent aujourd'hui le fait d'avoir fait trop de politique politicienne. Ils se sont moqués de nous pendant 2 ans sur le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est prendre des problématiques publiques, les adresser et transformer le pays, et non pas faire de la politique politicienne en essayant de chercher des publics à droite à gauche, comme ils l'ont fait, et aujourd'hui ils le payent. La liste de Nathalie Loiseau a terminé à un tout petit point derrière celle de Jordan Bardella du Rassemblement national. Est-ce que finalement vous n'avez pas quelques regrets ? Bien évidemment, en termes d'expression publique, en termes d'ego, finalement, arriver en tête, c'est beaucoup mieux que d'arriver second.
Mais quand on regarde les résultats, on va avoir le même nombre de députés européens. RN fait un moins bon score qu'il y a 5 ans. Donc je ne vois pas pourquoi les commentaires que l'on a fait... Qu'est-ce qu'il a manqué à la liste Renaissance pour peut-être terminer en tête? Il a manqué certainement 2 ou 3 ans, parce que quand vous êtes au pouvoir, quand vous exercez les responsabilités, il y a un décalage toujours entre les attentes des citoyens, le lancement de grandes réformes que l'on a fait et les résultats de ces réformes. Quand on fait une réforme sur la formation professionnelle, il faut 1 an pour l'écrire, 6 mois pour la voter, 1 an pour la mettre en application, et puis après il faut former les personnes. Donc c'est ça le problème, et plus que la façon ou la personnalité de la candidate? Oui, je pense qu'on avait un programme qui était un programme extrêmement solide, qui couvrait tous les aspects, avec des priorités comme l'écologie, comme les migrations, la sécurité. Donc on a un programme qui était très, très solide. Et puis une liste complète, on est la seule liste à avoir affiché quasiment les 10 premiers de la liste. Donc on avait une liste très, très, très homogène et très, très soudée. Voilà, on a fait un très bon score, on nous prédisait un moins bon score. Je pense que pour un parti qui exerce le pouvoir, on a fait un score extrêmement solide. François Hollande avait perdu la moitié de ses électeurs entre la présidentielle, 2 ans plus tard, les européennes. Voilà, je pense après on peut toujours refaire le match, mais le match-là, en tout cas, a été bien mené par notre liste. Est-ce que le gouvernement doit revoir son programme de réforme à l'issue de ces élections? Est-ce qu'il faut continuer sur la lancée qui était prévue? Eh bien, bien sûr qu'il faut continuer sur la lancée, parce qu'on voit bien que les réformes initiées il y a 2 ans maintenant produisent leurs fruits. Pas suffisamment quand vous êtes au chômage et vous ne retrouvez pas d'emploi. C'est pas suffisant. On peut vous dire que l'économie se porte mieux, la croissance est là. On voit que les investissements en France sont importants. On voit que la création d'emplois également est importante. On recrée des emplois industriels en France depuis 2 ans. Donc il y a des signaux au plan de l'économie qui sont bons. Le chômage a baissé. Quand vous êtes dans les 300 000 personnes qui ont retrouvé un emploi depuis 2 ans, eh bien, vous voyez les effets de cette politique. Donc il faut continuer à aller encore plus vite, parce qu'on voit qu'entre le moment où on crée une réforme, on la met en place, et le moment où elle produit des effets, eh bien, il y a 1, 2 ou 3 ans. Et donc c'est ce temps-là, qui est le temps de l'impatience quand vous êtes dans l'attente, dans le besoin, qu'il faut combler. Alors justement, puisqu'on parle d'impatience, il y a beaucoup de sujets sur la table. Vous n'aurez pas le temps au Parlement de tout examiner dans les mois qui viennent. Alors par quoi est-ce qu'il faut commencer? Bioéthique, révision constitutionnelle, suppression de l'ENA, retraite, dépendance, décentralisation? On voit qu'on a engagé un nombre très important de chantiers, car pour que les réformes produisent des effets, il faut qu'elles soient engagées dans un très grand nombre de domaines, parce que ces domaines-là qui se combinent et qui créent à l'arrivée un effet vertueux. Alors, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. On est en train de terminer là la loi sur les mobilités, par exemple, il va y avoir la loi sur l'école, il va y avoir sur la bioéthique, ça c'est des sujets de société, et puis d'autres grands sujets plus économiques, qui sont la retraite, qui sont la loi sur l'assurance chômage, ça c'est absolument essentiel, et bien sûr dans les lois, la loi sur la réforme constitutionnelle. Donc voilà un chantier dans lequel il y a 3-4 autres grandes lois qui vont être proposées, et le Premier ministre doit voir dans quel agenda il va faire ça, car on est là au moins sur presque 2 ans de travail, et on a finalement que 9 mois pour les réaliser. Est-ce qu'il faut verdir la politique du gouvernement et de la majorité pour tenir compte notamment du bon score des écologistes? Je pense qu'il faut mieux expliquer les effets de ce que l'on propose en termes de transition énergétique ou de lutte pour le climat, car beaucoup de choses a été fait, et la France est bien classée dans le domaine mondial. Il y a une fondation américaine qui nous classe en 2e pays les plus efficaces sur les politiques publiques sur contre le réchauffement climatique. Donc on a un pays qui est en pointe, en tête. Vous regardez à l'international, le président Macron est le président dans le monde qui est le plus regardé pour son effort sur le climat. Donc il faut mieux faire savoir ce que l'on fait et les effets que ça a. Les Français font 4,5 tonnes de CO2 par an, rejettent. Les Allemands en font 8, ils rejettent 8 par personne. Les Chinois 7, et beaucoup plus nombreux. Donc on voit bien qu'on n'est bien sûr pas suffisamment vertueux, mais on a déjà des comportements et une économie qui ne rejette que peu de carbone
Voilà. Maintenant, il fallait encore plus loin et beaucoup plus loin parce qu'il faut transformer les processus pour être à zéro émission d'ici 2050. Alors, votre collègue de la majorité, Joël Giraud, rapporteur du budget, oui. il s'est réjoui hier de la poussée du vote écologiste. Il a lâché « ça va permettre de reprendre la main sur les dossiers de fiscalité verte que je n'ai jamais abandonnés ». Est-ce qu'il faut s'attendre à une pluie de taxes environnementales ? Alors, il y a des taxes que l'on peut créer, mais si on crée une taxe, il faut baisser la fiscalité par ailleurs. Le président a dit qu'il fallait être à ISO fiscalité, donc ne pas augmenter de taxes. Bien évidemment, on peut demander aux acteurs de l'économie à être plus vertueux, mais s'il n'y a pas de contraintes fiscales, on voit bien que les comportements changent très lentement. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Donc il va falloir effectivement alourdir la fiscalité pour faire modifier les comportements, mais si on alourdit d'un côté, il faudra baisser de l'autre. Un dernier mot sur le millier de suppressions d'emplois annoncé par General Electric dans les anciennes usines d'Alstom, notamment à Belfort. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à part faire les gros yeux ? Faire les gros yeux, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut imposer à Alstom de respecter ses engagements. Comment ? D'abord, il y a deux dimensions. Il y a une dimension d'abord économique. On est sur un marché, là, les turbines, qui ne sont pas le marché sur lequel il y a eu un accord il y a 3 ans avec GE dans la reprise d'Alstom. Là, c'est un accord de reprise de 99. Donc, il y a l'économie, il y a moins de turbines, et donc moins d'activité, et donc moins d'emplois. Ça, c'est clair, ça, c'est l'économie. Voilà. Alors après, il y a les engagements qui ont été pris par GE auprès du gouvernement. Et ces engagements, il faut les respecter. Si ce n'est pas avec les turbines, il faut créer une autre activité à Belfort pour compenser les pertes d'activité dans les turbines. C'est à GE, avec l'aide du gouvernement, de trouver les solutions pour créer une autre activité qui permette de garantir les emplois. Merci beaucoup Bruno Fuchs. Voilà, merci beaucoup de votre invitation.